Et aujourd'hui, on ne sait même pas à quoi ça va ressembler, l'expérience dans le métavers. Le voyage commence quand on part de chez nous et il finit quand on rentre chez nous et pas juste quand on est sur place. Donc tout le monde a dit, ah d'accord, si on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images qui donnent envie, finalement est-ce qu'on crée pas la déception ? Le côté expérientiel dans l'expérience touristique revient. J'ai pas le budget pour aller là, on m'a dit que ça c'était plus ou moins pareil, il y a moins de monde, c'est moins cher, bon bah je vais y aller. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 3e épisode tourné dans le cadre de notre activité avec Trouble Eye. Aujourd'hui nous sommes avec Julia Luxac-Rougeau. Bonjour. Alors Julia, tu es journaliste dans l'industrie de la travel tech depuis une dizaine d'années. Donc tu es notamment rédactrice en chef avec Tom Travel. Tu as écrit plus de 500 articles sur le sujet du coup, de la travel tech. Tu es aussi une geek, une passionnée de science-fiction. Et en effet, tu me disais aimer imaginer le futur du tourisme par le prisme de la science-fiction. Également, tu as publié fin 2022 un livre qui s'appelle Le dictionnaire du tourisme et numérique, rédigé avec Cyril Blanchet. Et tu me disais avoir constaté justement à ce moment-là qu'aucun ouvrage sur ce sujet n'avait été écrit. Mais voilà, on y reviendra un peu par la suite. Également, tu adores les jeux de mots et à tel point que tu me disais que depuis 10 ans, ça fait l'objet d'une newsletter que tu rédiges mensuellement avec Tom Travel. Quotidiennement pour le coup. Oui, voilà, quotidiennement, excuse-moi, c'est encore plus impressionnant. Et également, tu donnes régulièrement des conférences et des tables rondes. Et aussi, tu fais partie d'un jury dans le cadre de concours d'innovation dans le tourisme. Je crois que c'est déjà pas mal, mais peut-être que tu as des choses à rajouter. C'est déjà pas mal. Alors, je fais pas partie d'un jury, je fais partie de plusieurs jurys. D'accord. On m'invite à des événements où il y a des concours d'innovation. Oui, peut-être pour compléter, peut-être présenter Tom.travel pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est un média d'information en ligne, B2B, donc qui s'adresse aux professionnels du tourisme, qui vient décrypter les tendances technologiques et la transformation du tourisme. Donc on va beaucoup parler forcément de technologie, plein de concepts qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne comprend pas forcément. En ce moment, tu l'imagines, on parle beaucoup d'IA générative, par exemple. Mais donc pas que, puisqu'on parle aussi de tourisme durable, parce que ça fait partie aussi de la transformation du tourisme. Donc voilà, donc on a ces deux prismes-là. Super. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, tu as écrit fin 2022, donc avec Cyril Blanchet, un livre qui s'appelle Le dictionnaire du tourisme et numérique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, peut-être la genèse du projet, comment est née concrètement cette envie d'écrire ce livre ? Ouais, donc tu l'as dit, en fait, on a constaté avec Cyril, donc lui, il est issu du milieu pédagogique, moi, journalistique. Donc on a un peu une vision de ce qui sort, en fait, en termes de ressources, de livres, etc. Et on a constaté que finalement, il n'existait pas pour les étudiants, pour les professionnels du tourisme, de livres, d'ouvrages, de ressources sur justement ces concepts technologiques actuels. Il existe des choses, des encyclopédies, mais elles sont un peu rébarbatives, ou alors des choses qui traitent en surface. Nous, on avait vraiment envie de parler des sujets actuels. Donc, par exemple, justement, intelligence artificielle. En fait, on vient définir une centaine de termes. Donc, intelligence artificielle, big data, API, NFT, ciné-tourisme. Alors, c'est pas forcément... pour dire que c'est des concepts techno et geek, un peu, voilà. Ciné-tourisme, c'est pas technologique, mais ça fait partie de l'univers autour des technologies. Et donc voilà, donc on vient de définir ces termes dans un premier temps. Ensuite, on vient donner des illustrations dans le tourisme, des cas d'application dans le tourisme depuis plus de 10 ans. Voilà, qu'est-ce qui a été fait par rapport à ces technologies-là. Et il y a un petit côté geek à la fin, puisqu'on vient donner des conseils de visionnage de films et de séries qui permettent de mieux comprendre ces concepts et de mieux visualiser. Une image vaut 1000 mots. Donc ça permet de vraiment bien comprendre. Est-ce qu'il y a un mot là comme ça qui te vient en tête, éventuellement, que tu pourrais faire découvrir à l'audience
que l'audience ne connaîtrait pas forcément, qui est présent dans ce dictionnaire éventuellement. Ouais, Un ou plusieurs d'ailleurs, je sais pas. j'ai parlé de ciné-tourisme, alors je sais pas, Oui, peut-être que c'est connu, ciné-tourisme, je bah, me rends pas pas trop forcément. compte. Pas forcément. Le ciné-tourisme, c'est une pratique touristique, comme peut l'être astrotourisme ou tous les trucs avec tourisme à la fin. C'est une pratique touristique qui n'arrête pas d'évoluer depuis des années et des années, puisque elle consiste à se rendre sur les lieux du tournage de nos films et séries préférés. Par exemple, des gens vont en Nouvelle-Zélande pour aller sur les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux. Où on va retrouver d'ailleurs des éléments de tournage, c'est hyper intéressant. Ou alors Game of Thrones, voilà, il y a eu plusieurs lieux en Irlande, en Croatie, etc. Donc à Séville aussi, c'est Star Wars, ça, je crois. D'accord. Séville. Ok. Et voilà, on va s'y rendre et on va s'immerger comme si on était dans notre film ou série préférée. Et donc ça s'appelle le cinétourisme. Le fait d'aller quelque part parce que voilà, il y a eu ces lieux de tournage. D'accord. Et donc l'astrotourisme, c'est le fait de. Est-ce que Et c'est comme le l'astrotourisme, tourisme spatial ou c'est un peu différent? alors non, c'est totalement différent. L'astrotourisme, c'est juste des personnes qui vont, par exemple, dans un lieu lié à l'astronomie. D'accord. Ok. Par exemple, je vais aller à Toulouse pour aller voir la Cité de l'Espace, des choses comme ça. C'est juste, ça va être peut-être une passion ou pas forcément, mais on va se rendre dans des lieux liés à tout ce qui est autour de l'astronomie. D'accord. Alors que le tourisme spatial, c'est on va dans l'espace. Donc c'est deux choses différentes. Voilà, cet aspect-là. Donc très bien, donc tu nous parlais de métaverse, je vais rebondir là-dessus. Donc dans le cas du plan France 2030, le gouvernement il a annoncé donc récemment vouloir donc davantage miser sur les environnements virtuels et donc notamment les métaverses pour renforcer donc notre souveraineté culturelle, du moins en France. Et selon toi, comment les technologies immersives, donc comme la réalité virtuelle ou le métaverse, pourraient-ils donc définir les expériences de voyage pour les touristes qui cherchent donc des alternatives au voyage physique? Alors moi je pense qu'il faut déjà dissocier deux choses. La réalité virtuelle et le métavers sont pas deux choses forcément liées. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément lié. Si on parle, ce qui t'intéresse le plus, ça va être la réalité virtuelle ou le métavers? Moi, c'est plutôt le métaverse parce qu'il y a Métavers. l'aspect Web3 blockchain derrière, évidemment, mais la réalité virtuelle, c'est vrai que c'est la base du métaverse. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de métaverse. Nous, voilà, avec l'entreprise Best of Tours récemment, on a sorti en fait une application. Au début, on s'est dit, on va sortir une application métaverse. On a redéfini en fait un peu tout, et en fait, on s'est dit, ben non, on sort une application VR, en réalité virtuelle, parce que purement, on met le casque, on présente un environnement immersif en VR, mais il n'y a pas d'autre technologie, il n'y a pas une technologie du Web3 derrière, même si tous les métaverses, je pense que voilà, tu seras d'accord avec moi, ne sont pas basés sur une techno du Web3 ou avec notamment une blockchain Exactement. derrière. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a sa définition du métavers. Et bizarrement, les GAFAM ont chacun leur définition. Et bizarrement, c'est lié à leur technologie, justement. Par exemple, Meta, qui a Oculus ou d'autres casques aussi aujourd'hui, va dire le métavers, c'est lié forcément à la réalité virtuelle. Parce qu'ils ont des casques de réalité virtuelle. Microsoft, avec HoloLens, réalité mixte, ils vont dire non, ça sera dans la réalité mixte, le métavers. D'autres qui n'ont ni l'un ni l'autre vont dire ah non, mais en fait, c'est accessible depuis l'ordinateur. D'autres diront aussi c'est pas forcément lié à la blockchain. Enfin voilà, tout le monde a un peu sa définition là-dessus. Pour le tourisme, métavers et tourisme, si on s'y intéresse, aujourd'hui, il y a eu quelques expérimentations qui ont été faites. En tout cas, beaucoup d'effets d'annonce. On va se lancer dans le métavers, vous pourrez vivre une expérience dans l'hôtel ou d'une île, etc., etc. Ça a été des effets d'annonce, c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. Aujourd'hui, dans le tourisme, il n'y a rien de concret. Clairement. J'ai été testée à l'époque, c'était avant l'arrivée de l'IA générative, donc on va dire il y a 1 an et demi, 2 ans, on en parlait beaucoup et l'IA générative a tout balayé. J'ai été voir quelques initiatives, notamment d'hôtels. C'était affligeant, enfin je veux dire, c'était pire que dans les Sims, quoi. C'était 4 murs, il se passait rien, il y avait rien, j'étais toute seule. Voilà, en tout cas, c'est pas l'expérience. En tout cas, aujourd'hui, l'expérience du métavers n'existe pas. Il se passe rien. Après, on peut s'imaginer de qu'est-ce que ça pourrait être. Et là, du coup, c'est d'autres questions. Bien sûr. Est-ce que tu penses que ces environnements immersifs, donc comme on va les appeler, que ce soit lié à la VR, mais aussi, voilà, c'est vrai que dans la VR, dans l'XR, on a la VR et la AR, donc la réalité augmentée. Ouais. Voilà. Et voilà, et d'un autre côté, à part, on a le métaverse. Est-ce que tu penses que tous ces environnements immersifs, ils pourraient à terme, donc pour venir au tourisme, remplacer du coup ce tourisme physique ou
à l'inverse, ce serait plutôt complémentaire. Et donc, voilà, par exemple, je prends l'image de Nice, qui a lancé récemment, pareil, voilà, ils appellent ça métaverse, mais est-ce que c'est réellement un métaverse? Ils ont lancé leur application, et pour moi, ils n'ont pas vraiment dit voilà, à quoi allait servir cette application, mais pour moi, c'est plutôt comme un outil promotionnel qui va derrière permettre de promouvoir l'application et son territoire. Et c'est là où le sujet de la VR et du métavers est lié, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est principalement utilisé pour inspirer. La réalité virtuelle, ou même le métavers, on va rentrer dans un univers qui va nous donner envie d'aller dans une destination, dans un parc d'attractions, de tester des choses. C'est clairement là où c'est le plus intéressant, c'est l'aspect marketing, en fait. Parce qu'on va susciter une envie d'aller quelque part. L'exemple de Nice, je ne sais pas si tu fais référence à l'artiste Patrick Moya, qui a aussi fait des choses avec la ville de Nice. Du tout. Non, moi c'est vraiment propre à la métropole de Nice, en fait, qui a mis en place cette application il y a 2-3 ans, je crois. D'accord, parce que pour le coup, la ville de Nice a aussi travaillé avec un artiste qui s'appelle Patrick Moya, donc qui est niçois, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec lui et c'était passionnant. Lui, depuis 15 ans, en fait, il est dans Second Life, qui est l'un des premiers métavers. C'est rigolo, tu vois. Aujourd'hui, on en fait des tonnes autour des métavers, mais il y a Second Life, c'est 2003, je crois. Ça date. 2000, ouais. Ça date. Et donc, lui, depuis 15 ans, il crée son univers d'artiste avec des choses à visiter, etc. Et il y a régulièrement des gens, principalement issus des pays asiatiques, qui viennent en fait visiter son univers sur Second Life. Et donc, chaque année, il vient faire un carnaval de Nice virtuel. À une date précise, et au départ il avait fait ça un peu pour s'amuser, etc. Puis la ville de Nice en a entendu parler et aujourd'hui ils s'associent, ils en font la promotion, etc. Mais là pour le coup c'est pas la ville de Nice qui a créé un métavers dans cet exemple là, c'est plus sont adossés au travail d'un artiste, mais carrément d'accord avec ce que tu viens de dire. Aujourd'hui ça va être l'inspiration. En fait le truc c'est qu'aujourd'hui beaucoup d'acteurs du tourisme ou même d'une manière générale essayent trop de transposer l'expérience qu'on vit dans la vraie vie dans le métavers. Sauf que c'est forcément mieux dans la vraie vie que dans le monde virtuel. Et donc là, on sait bien qu'il va falloir tout créer en fait. Et aujourd'hui, on ne sait même pas à quoi ça va ressembler l'expérience dans le métavers demain. C'est pour ça que je dis, il y a la version aujourd'hui, ça ressemble à rien, et il y a la version un peu idéale, ou en tout cas vers quoi on peut aller. Et donc voilà, plein d'expériences à créer, justement immersives, des jeux, des choses qui finalement n'ont peut-être pas de lien direct avec une destination, mais les gens, il faut créer des usages en fait. Peut-être et que les gens s'approprient en fait ces espaces-là. Et peut-être que ça n'aura aucun rapport direct avec la destination, ça sera un jeu qui fera un buzz pas possible, mais qui, in fine, donnera envie, peut-être. En tout cas, on adossera cette marque ou cette destination à ce jeu, etc. Complètement. Donc, tu as publié, ou l'un de tes confrères, sur Tom Travel, un article qui s'appelle « En 2030, l'œuvre importera moins que l'expérience dans un musée ». Donc j'ai lu cet article, je l'ai d'ailleurs trouvé très, très intéressant. Est-ce que selon toi, à l'avenir, nous n'irons plus au musée, voilà, pour le coup, non seulement pour les œuvres, mais pour l'expérience que l'on va vivre à travers notamment, par exemple, un musée NFT où, pour le coup, nous irons visiter un musée avec des œuvres d'art sous la forme d'NFT avec une certaine forme de cryptographie derrière. Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet ? Alors, on peut pas dire que demain, on ira dans un endroit où il n'y aura aucune œuvre, parce que là, on tombe un peu dans les travers des lieux instagrammables où juste on fait mumuse dans des espaces, on se prend photo en selfie, c'est super. Mais c'est super, non, enfin je sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais voilà, on voit bien que c'est pas la même expérience. Donc, en revanche, il est clair que créer une bonne expérience autour d'une œuvre, ça... c'est intéressant. Et je reviens d'un événement qui s'appelle les Journées de l'immersif, et où j'ai rencontré un consultant qui s'appelle Sébastien Cotte, qui était hyper intéressant parce qu'il disait finalement, aujourd'hui, on est encore resté sur une vision traditionnelle des œuvres dans le musée. On appelle ça le white cube. On a trois, on regarde, on doit faire intéressant, oui. Voilà. Mais il y a des gens à qui ça parle pas. Et c'est pas avec le petit cartel que tout de suite on va avoir plein d'informations, qu'on va les comprendre, on va les digérer, on va s'en souvenir. Et donc lui, son point, c'est de dire que finalement, est-ce qu'on ne devrait pas mettre moins d'œuvres dans les musées et justement de créer cette immersion. Donc ça peut passer par du son,
par des odeurs, par de la fumée, enfin en fait on peut tout imaginer, pour vraiment déjà préparer le visiteur à la réception de cette œuvre et que ça s'inscrive tout simplement plus dans la mémoire, qu'on comprenne plus. Et ce que tu dis sur les œuvres NFT, oui en effet il y avait Centre Pompidou qui a fait J'avais cette référence, ouais. une exposition. Il y a deux choses. Soit il y a des lieux physiques qui organisent des collections ou des expositions sur les NFT. Quand on parle de NFT, finalement, on parle juste d'œuvres numériques. Ce qui est bien avec les NFT, c'est que ça a donné de la visibilité à tous ces artistes-là qu'on n'identifiait pas forcément. Donc soit il y a ça, on les affiche et ça crée peut-être un nouvel engouement, etc. Et là, peut-être qu'il y a en effet quelque chose en plus à créer en une expérience, puisque est-ce que ça a un sens d'aller dans un musée pour voir des œuvres numériques sur des écrans? Quelle est la valeur ajoutée, quoi. Donc là, peut-être qu'il y a des choses complètement folles à imaginer, je sais pas, des choses qui bougent. Bon, ça, je pose la question. Et parallèlement à ça, il y a aussi des musées totalement virtuels, accessibles en ligne, où là, pareil, on va venir voir ces œuvres, ces NFT. Et là, on est sur deux expériences différentes, parce qu'il y en a une qui se vit dans un lieu physique et l'autre qui va se vivre chez moi. Donc c'est différent. Et comment, voilà, j'imagine que tu as déjà travaillé voilà, avec des musées ou même des galeries d'art. Comment, selon toi, voilà, les musées ou les galeries d'art appréhendent ce sujet? Est-ce qu'elles n'ont pas peur justement de leur pérennité, enfin pour leur pérennité plutôt? Est-ce qu'il ne serait pas plutôt judicieux justement de percevoir ces métaverses ou cette réalité virtuelle comme un complément au musée physique et donc comme une alternative pour le coup pour voir par exemple des œuvres qu'on ne pourrait pas ou plus voir au musée qui seraient pour le coup par exemple disparues? C'est lié un peu à ce qu'on vient de dire, dans le sens où il y a une fois où... Enfin, est-ce que parce qu'on va pouvoir accéder à des œuvres numériques sur mon ordinateur, ça va plus me donner envie d'aller voir des œuvres physiques dans un lieu physique, dans un musée physique? Je crois pas. Je crois pas. C'est deux choses totalement différentes, et je suis quasiment sûre que ça va pas tuer les musées. Mais en tout cas, ils s'intéressent beaucoup aux nouvelles manières de faire de la médiation culturelle et quel genre d'œuvres on peut proposer. Pour faire le lien avec les NFT, il y a le musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition Van Gogh qui a mis en vente des NFT à la boutique. À la fin de l'exposition, en fait, on pouvait acheter un NFT souvenir. Donc on pouvait avoir, il y avait plusieurs gammes de prix et qui donnaient plus ou moins d'avantages en fait. Et ça c'est intéressant parce qu'au contraire, là la NFT va venir fidéliser. C'est-à-dire que si je prends mon NFT souvenir de Van Gogh à 10 €, je sais plus quels étaient les prix, mais quelque chose comme ça, pour le moins cher, ça va permettre peut-être d'avoir accès le mois prochain à un vernissage, à des événements qui sont créés autour du musée ou de cet artiste en particulier. Et là, finalement, ça va venir fidéliser le visiteur parce qu'il va se dire « Ah bah trop bien, je vais venir régulièrement », voilà, ça va créer de l'intérêt en plus. Et là, on voit que, pour le coup, voilà, ça va pas faire fuir en tout cas les visiteurs des musées. Super, très intéressant. On va clôturer cette petite parenthèse métaverse VR et on va passer à évidemment le gros sujet d'actualité, l'IA. Le WTTC, donc le World Travel and Tourism Council, et Microsoft aussi, ils ont publié récemment plusieurs rapports qui incitaient les acteurs du tourisme à se lancer de manière massive justement dans l'IA pour pas se laisser dépasser par la concurrence. Est-ce que tu aurais plusieurs exemples à nous donner d'entreprises qui se sont lancées récemment ou pas, hein, peut-être qu'on aurait été avant-gardistes depuis plusieurs années, dans l'IA? Moi, j'ai cet exemple, par exemple, de One Provence. Je crois que vous en avez d'ailleurs parlé sur Time Travel. Ouais. Et voilà, j'avais cette question d'ailleurs qui peut être un supplément de la première question, c'est par quel moyen justement One Provence plutôt, a-t-il lancé donc ce site, son fameux site de marketing territorial basé justement sur une IA? Alors tu poses une question autour de l'IA. Il faut savoir qu'il y a l'IA, c'est pas nouveau.
Et Bien que sûr. là, dans cet exemple en particulier, on va parler d'IA générative. Quand tu me demandes des exemples dans l'IA, il y en a depuis des années dans le tourisme. L'IA générative, c'est beaucoup plus récent. Donc voilà. Pour le coup, le sujet One Provence, c'est un sujet IA générative. Pour ceux qui ne connaîtraient pas juste rapidement peut-être la différence entre IA classique et IA générative, IA classique, c'est celle qui va permettre de faire des calculs que le cerveau humain ne pourra pas faire. Ça va venir mouliner des chiffres et donner un résultat. Voilà, c'est très scientifique, plus scientifique. L'IA générative, elle va venir créer, il y a un côté beaucoup plus créatif. Moi, j'appelle ça un peu l'IA de la flemme, puisque finalement, elle va venir faire des choses que l'humain pourrait faire, mais pour gagner du temps, on va faire la machine, elle va créer quelque chose en plus, voilà, beaucoup autour du créatif, parce qu'on parle d'images, de textes, de choses comme ça. One Provence, donc, ils viennent tout juste de lancer, en effet, sachant que One Provence, juste pour faire un petit point, c'est la dernière marque de marketing territorial qui vient de se lancer sur le marché. Donc, ils sont tout jeunes. Et c'est pour ça aussi que dans leur réflexion, ils se sont dit, est-ce qu'on va faire comme tout le monde, lancer notre site un peu usine à gaz, parce que du coup, on parle de la métropole, hein, donc on ne parle pas que du tourisme. Bien sûr. On parle aussi de plein d'autres infos, je sais pas, les écoles, l'emploi, etc., etc. Comment on répond en fait aux besoins des personnes qui y vivent, des habitants. Et donc, eux, ils ont misé sur l'IA générative, et donc ils ont lancé cette fenêtre conversationnelle, ou en tout cas cet outil conversationnel, où on va venir poser plein de questions. Et voilà, on va avoir une vraie discussion, et je trouve ça intéressant, parce que ça demande vraiment plus de détails sur la question. Par exemple, j'ai fait un test sur je cherche un emploi à Marseille. Voilà, on va demander, mais dans quel genre d'emploi ? Enfin, on nous demande de la précision, et donc du coup, je trouve que ça permet vraiment de répondre aux besoins, quoi. D'accord. Et donc tu l'as testé J'ai testé. Et t'as trouvé ça assez bluffant Et j'ai trouvé... Alors, bluffant, en tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. D'accord, ok. J'ai pas testé sur une multitude de questions, mais en tout cas, sur les questions que j'ai testées, ouais, ça fonctionnait bien. Et D'accord, on sentait ok. bien que la machine comprenait, quoi. C'était pas les chatbots d'antan où voilà, c'est un peu bateau, les réponses, etc. Et donc, tu m'as demandé par quels moyens ils ont lancé cet outil. En fait, ils ont collaboré avec 3 boîtes. Une dans le design thinking, une autre dans le web, et une autre spécialisée dans l'intelligence artificielle, fcb.ai. Et donc voilà, ils ont travaillé comme ça pour mettre en place cette plateforme. En mars dernier, le règlement européen a publié donc l'IA Act, on en a pas mal entendu parler. Comment toi tu appréhendes justement ces questions éthiques justement liées à l'utilisation de l'IA dans le tourisme, et notamment en termes de respect de la vie privée et évidemment de la sécurité des données. C'est quand même un sujet assez important justement. Un sujet important, pas nouveau encore dans l'intelligence artificielle. Je pense que peut-être pour l'ancrer plus dans l'actualité, on peut peut-être parler de ce sujet avec l'IA générative, puisque ça pose de nouvelles questions. Les questions liées aux données, ça fait des années et des années qu'on en parle, le respect de la vie privée, qu'est-ce qu'on en fait de nos données, la question de la souveraineté des données, qui les possède, où elles sont stockées. Ça fait des années qu'on en parle. Avec l'IA générative, on trouve un peu les mêmes problématiques, parce que forcément, les outils les plus utilisés, ChatGPT d'OpenAI, Bard de Google, Azure de Microsoft, elles ne sont pas européennes, ces boîtes-là. Elles sont américaines. Et donc, typiquement, quand on les utilise, où est-ce que vont nos données, comment elles sont utilisées, ça encore, c'est un peu la même problématique qu'on se posait avec Google ou avec Facebook, quand pareil, on savait qu'il y avait une multitude de données qui étaient collectées sur mon comportement, mes usages, etc. Là, pour le coup, ça ne change pas trop. Dans le tourisme, c'est forcément des questions qu'on se pose aussi. Voilà, souveraineté des données, qu'est-ce qu'on en fait ? Et il y a Mistral AI, qui est l'équivalent français, l'équivalent plus ou moins, en tout cas, qui fait du bon boulot là-dessus, qui a son propre modèle de langage en France. On s'est dit, chouette, un acteur français, les données vont rester en France. Ouais, sauf que en fait, ils viennent de signer avec Microsoft. Donc voilà, donc on est en train de se demander, même si, comme tu l'as dit, le gouvernement mise vachement sur les nouvelles technologies, que ça va être le métavers, l'IA, etc. Ok, mais il y a quand même le sujet de données derrière. En tout cas, ce qui est intéressant, moi, ce que je vois, c'est que toute cette hype autour de l'IA interroge les acteurs du tourisme sur aussi la qualité de leurs données, la sécurité des données et le partage des données. Donc finalement, c'est bien, ça vient relancer des questions qui ont été plus ou moins latentes depuis des années. Mais là, ça revient et je trouve ça intéressant.
J'ai oublié ta question du départ. Alors ma question, non, ma question c'était comment voilà tu appréhendes ces questions. Ouais. Alors quand je dis voilà comment tu appréhendes, c'est est-ce que pour toi, on va dire d'ici 2030 pour le coup, c'est on va dire 2030, c'est on va dire je pense la prochaine grande date en termes d'échéance par rapport à l'IA, c'est comment tu appréhendes justement les questions éthiques liées à l'utilisation que ce soit de l'IA, même l'IA générative ou Tototria, par rapport à l'IA, voilà, on va dire au respect des données privées. Même au-delà du respect des données privées, dans le tourisme, il y a un autre sujet qui est ressorti depuis l'émergence de l'IA générative, c'est aussi le fake dans le marketing. C'est-à-dire que, donc on a vu typiquement un cas très concret, c'est l'Office de tourisme de Chamonix qui a fait une campagne marketing l'hiver dernier, c'était en octobre ou en novembre, dans le métro parisien et en ligne. Et il y a eu tout un tollé autour de cette campagne, puisque les visuels qui ont été réalisés ont été faits en partie par l'intelligence artificielle générative, Midjourney en l'occurrence. Et donc tout le monde a dit, ah d'accord, si on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images qui donnent envie, finalement est-ce qu'on ne crée pas la déception, etc. J'ai longuement interrogé les responsables de l'OT, qui m'ont dit en fait rien à voir. Alors déjà, ça a été un outil utilisé pour quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Donc non, on n'est pas en train de mettre tous ceux qui font les dessins. Les dessinateurs, les graphistes. Les graphistes, merci, tout à fait, les graphistes à la rue. Ouais, puisque là, vraiment, on va juste... déjà, ils ont travaillé avec un graphiste qui travaille avec l'intelligence artificielle. Bien sûr. Et donc voilà. Et donc en fait, pourquoi ça a été utilisé ? Parce que dans leurs images, en fait, à chaque fois, il y a l'humain et un animal. Et donc, c'est compliqué de prendre une photo avec un renard, un renardeau, son enfant, enfin son bébé, et des enfants à côté humains, voilà. Juste, c'est pas possible pour des raisons qu'on imagine. Et donc, c'est là où ils ont utilisé l'IA générative. Mais voilà, ça a quand même créé une peur dans le sens où, on va commencer à dire tout et n'importe quoi, on va mentir aux consommateurs. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je pense qu'on n'en est pas là, encore une fois. Et en fait, finalement, on revient sur les mêmes débats qu'à l'arrivée de Photoshop. Oui, quand on retouchait une photo où il faisait un peu gris, et puis on va rajouter finalement un petit peu de soleil, etc. Est-ce que c'est mentir ? Enfin, voilà. Est-ce que embellir, c'est mentir ? Voilà, c'est un peu ces questions-là. C'est le grand débat, ouais. On a une de nos marques avec donc notre entreprise mère Best of Tours qui s'appelle Your Local Eye. Et Your Local Eye a pour but en fait de mettre en avant les acteurs locaux d'un territoire et d'offrir ainsi donc aux voyageurs une expérience de voyage davantage authentique, ce qui est d'ailleurs recherché notamment depuis la fin du Covid, davantage du moins. Et en quoi selon toi l'IA donc permettrait de favoriser un tourisme davantage local et responsable? Je pense que là, l'IA peut être intéressante dans la recommandation en itinérance. Donc typiquement, et on voit beaucoup d'applications justement, voir le jour là-dessus. Je me rends quelque part, j'ai envie de découvrir, je sais pas, des marchands, des gens qui font du cuir ou je sais pas, des objets quelconques, etc. Là, des moteurs de recommandation vont pouvoir me dire, en fonction peut-être de mon profil, etc., allez voir Michel qui fait de très beaux vases en terre cuite, ce genre de choses. Mais je pense que ça, c'est le côté visible de l'iceberg. Puisque le côté pas visible de l'iceberg, c'est qu'il faut donner de la visibilité à ces acteurs-là, et il faut qu'ils soient digitalisés. Et le grand sujet derrière tout ça, c'est aussi la digitalisation des socioprofessionnels et des acteurs du tourisme d'un territoire en particulier. Parce que forcément, l'IA, il faut qu'elle ait des données, il faut qu'elle sache qu'il y a Michel qui existe et qui fait ses super bols en terre cuite. Donc voilà, donc je pense que ça, c'est le premier travail à faire, et ensuite mettre des moteurs de recommandation pour carrément pouvoir visiter ce genre d'acteurs. Mais je pense que ça, c'est finalement le résultat d'une politique du territoire. Parce qu'il faut que ce soit le territoire qui dise on a envie de les mettre en avant, et on va faire un moteur de recommandation qui les met en avant. Voilà. Mais c'est qu'une couche de techno sur, pour moi, une politique, en tout cas, touristique. Complètement. Comment toi tu envisages, on va dire, dans les 5 à 10 prochaines années, le marché touristique par rapport justement à cette arrivée massive davantage de l'IA et notamment de l'IA générative? Comment tu vois ça? Est-ce que ça va plutôt être les gros acteurs qui vont, que ce soit les gros acteurs touristiques, qui vont prendre le pas et donc malheureusement manger les plus petits, ou justement tu vas avoir des petites entreprises, des petites marques qui vont réussir à sortir la tête de l'eau et
voilà, et réussir à faire de belles startups françaises. Bah, en fait, finalement, cette question se pose beaucoup avec Google. Ça fait longtemps que Google, finalement, propose des outils liés au tourisme. Bon, il y a Google Maps, il y a Trips, etc. Est-ce que Google, aujourd'hui, a mangé tous les acteurs touristiques, etc. Non. Enfin, je veux dire, tout le monde cohabite. Voilà, alors, il y a forcément des outils qui sont plus utilisés que d'autres. Mais voilà. La question de est-ce qu'il y en aura un gros ou pas, je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a tellement d'acteurs, enfin, c'est tellement éclaté dans le tourisme, il y a une multitude d'acteurs, etc. Je pense que chaque territoire ou chaque OTA aura en tout cas une valeur ajoutée. Si moi je vois dans 5-10 ans, l'utilisation peut-être la plus intéressante qu'on puisse en faire, c'est peut-être la création d'un assistant personnel. Ouais. Moi j'aime bien citer, enfin pas citer, mais en tout cas faire référence au film Her de Spike Jonze, où voilà, on a cette IA complètement super évoluée. Hein. Peut-être qu'on ira un jour là-dessus, mais on n'y est pas encore. Et on pourrait imaginer comme ça, voilà, quelqu'un qui nous connaît de A à Z, avec qui on converse peut-être sur plein d'autres sujets, et qui me dira en amont, franchement, en ce moment t'es pas très bien, va au soleil, à tel endroit, telle destination, etc. Sur place, fais ci, fais ça en fonction de comment je me sens encore une fois, ou ce que j'ai envie de faire, hein, tout simplement. Et ensuite, après des retours, me dire, bon, maintenant, il faudrait que tu partes ici, voilà, inspirer aussi pour le prochain voyage. Ça peut être intéressant. C'est peut-être un peu utopique, et c'est peut-être... Enfin, c'est utopique et peut-être dystopique aussi, parce que des personnes pourront dire « Ah ouais, donc on va être des gros assistés, on va même pas réfléchir par nous-mêmes, on aura un IA qui nous dira « Fais ça, fais ci, fais ça, fais ci ». Bon, après, voilà, encore une fois, c'est la question autour de la technologie qui nous aide ou pas dans le voyage. Mais en tout cas, ce cas d'utilisation, je trouve ça intéressant. Et peut-être qu'on ira par là. Toi, tu as des conseils à donner concrètement pour le coup à des petites entreprises touristiques, ou petites ou moyennes d'ailleurs, qui aimeraient aujourd'hui, qui réfléchissent à se lancer dans l'IA, et voilà, est-ce que tu aurais des conseils concrets à leur apporter? Bah, ça va être un peu peut-être basique ce que je vais dire, mais je pense que la formation sur ces sujets-là est clairement hyper importante. Je le vois hein, avec l'IA générative. Aujourd'hui, les boîtes du tourisme qui s'intéressent à l'IA générative, elles s'y intéressent parce qu'ils ont des geeks dans leurs équipes qui se sont dit « Ah, ça pourrait être intéressant, j'ai envie d'aller... » Et par eux-mêmes, finalement, vont aller explorer ces technologies et aller les présenter peut-être à leur manager et dire « Ah ouais, ça serait intéressant, etc. » Pour le coup, c'est montant, c'est pas descendant. Est-ce que ça serait pas intéressant d'installer plus de formations, et ça commence même à l'école hein. Moi j'ai fait une table ronde à l'école hôtelière de Rouen. Les élèves en hôtellerie s'interrogent, ils disent mais en fait là on n'est pas du tout prêts nous à utiliser l'IA dans notre quotidien quoi. Est-ce que ça va, déjà ils s'interrogent, est-ce que ça va nous remplacer à l'accueil, est-ce qu'il y aura un robot qui va me remplacer, etc. Et c'est peut-être légitime. Voilà, commencer par là, et aujourd'hui clairement pas du tout intégré dans les formations. Hein. Donc, je pense que commencer par là, c'est déjà la base, ou alors faire appel à des entreprises spécialisées pour mettre en place des projets. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les acteurs du tourisme, ils sont pas prêts, ils sont pas formés pour aller très loin, en tout cas, dans ces problématiques-là. C'est clair. Donc on a l'arrivée des JO là, qui arrivent à grands pas dans moins de 3 mois à Paris. Comment pour toi l'IA pourrait être utilisée pour optimiser la gestion des flux de trafic ou de personnes dans des espaces assez confinés, que ce soit des espaces urbains ou même industriels. Notamment moi j'ai l'exemple de la RATP qui réfléchit, alors je crois que tu me contrediras peut-être, mais je crois qu'aujourd'hui elle n'a pas encore mis en place ce type de solution, mais qui souhaite pour le coup optimiser les flux dans les stations grâce à l'IA. Ce qui permettrait notamment deux avantages, des économies financières pour l'entreprise et aussi une optimisation de services pour l'usager. Ouais, bah dans ces cas d'usage-là, on voit finalement c'est de l'IA un peu basique, entre guillemets, dans le sens où on va venir traiter un énorme nombre de données. Des transports, des événements, des choses comme ça, on mouline et on en sort des recommandations ou des actions en fait, à faire. Et là, on touche le sujet de la Smart City, c'est un peu ça. Comment l'IA peut permettre de gérer tout ça? Bah, tout simplement, moi, je vais vous donner un exemple concret, ça va être plus simple. Waze qui a fait une collaboration avec la région PACA. Alors
c'est lié à l'IA et pas forcément, enfin voilà, ça touche du doigt en tout cas l'IA. Typiquement, cette collaboration, elle permettait comment dire, d'orienter des automobilistes lorsque un parking était saturé, une zone était saturée touristique, tout simplement. Donc là, typiquement, on va savoir en temps réel où sont les gens grâce à Waze et voir que le parking est saturé, il y a beaucoup trop de monde à cette plage, voilà, et on va venir automatiquement envoyer un petit push qui dira allez plutôt à la plage à 400 mètres plus loin ou à 3 km plus loin, il y aura beaucoup moins de monde, etc. Ça, c'est un usage assez basique, si je puis dire, en tout cas. Parce que ça permet juste d'étaler les gens sur un territoire, et là c'est ce qui peut être intéressant pour gérer les flux, en tout cas pour les étaler. Voilà. Dans les transports, il y a aussi la RATP travaille aussi avec une boîte qui s'appelle Affluence. Elle existe déjà à Lyon, d'ailleurs, enfin elle fait déjà, elle opère déjà à Lyon dans le métro. Typiquement, cette entreprise, elle permet de savoir en temps réel combien il y a de personnes dans les rames pour que à la prochaine station on dise plutôt monter à l'avant ou à l'arrière du train. C'est simple et voilà, c'est basique encore une fois, mais voilà, ça permet peut-être en tout cas qu'il y ait un ressenti, une expérience qui soit meilleure pour les visiteurs et les usagers des transports. C'est clair. Donc on en parlait au début de ce podcast, une de tes grandes passions, Julia, c'est la science-fiction. Je vais te montrer quelques photos et tu vas me dire après à quoi ça te fait penser. Donc on a premièrement voilà, c'est un drone taxi Airbus qui est en cours d'ailleurs d'implantation un peu partout dans le monde. On a cette voiture volante présentée par l'entreprise Terrafugia qui s'appelle la TFX, qui est une vitesse quand même de pointe de 320 km/h, une autonomie de, si je dis pas de bêtises, de 350 km. On a aussi ces taxis modulables sans chauffeur. Il y a eu un test récemment à Dubaï assez concluant. Voilà, on a aussi alors avec un peu plus ça a été un peu plus les tests ont été un peu plus mitigés, mais voilà, l'Hyperloop, donc le projet d'Elon Musk, mais néanmoins j'ai appris récemment qu'après plusieurs fiascos, le projet referait surface, a priori. Et également, on a voilà, Sea Bubbles. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le Sea Bubbles, voilà, c'est ça. Ouais. C'est cette voiture flottante, plutôt même ce taxi flottant. Et enfin, on a ce taxi, enfin ce bus surélevé qui a été testé en Chine, malgré, voilà, pour le coup, quelques fiascos aussi, mais qui, je crois, est mis en place aujourd'hui dans quelques villes en Chine. Donc en fait, c'est marrant parce que aujourd'hui, j'ai envie de te dire, la moitié de ces transports sont quasiment implantés dans quelques coins du monde, plus ou moins, avec voilà, des essais plus ou moins concluants. Ouais. Mais il y a encore quelques dizaines d'années, c'était invraisemblable voilà, d'imaginer ce type de transport. Et on serait même dit, c'est que de la science-fiction, on voit que ça dans les films. Et pour le coup, comment, voilà, toi, tu imagines l'intégration de ces modes de transport dits futuristes, plus ou moins pour le coup, dans nos villes? Est-ce qu'on va connaître une augmentation pour le coup de cyberattaques liées à l'hyper et l'interconnexion de ces transports pour le coup? Alors quand tu dis ils sont implémentés, etc. Plus ou moins, voilà. Plus ou moins. Alors ça, c'est voilà, il y en a quelques-uns en phase de tests. Il y a eu des expérimentations, c'est sûr. Les Sea Bubbles, pour le coup, on peut les prendre sur le lac d'Annecy. Pour les taxis volants, il y a beaucoup de tests en fait. Voilà. En fait, le truc c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de réglementation tout simplement. Pareil pour l'Hyperloop. Donc aujourd'hui, bon. Voilà, ouais, par exemple le taxi volant, moi je suis allé à la COP28 à Dubaï en décembre. Ouais. Voilà, moi ils m'ont dit concrètement que dans 2 ans, voilà, c'est à Dubaï, peut-être pas. Oui, mais voilà, ça fait 10 ans qu'ils disent ça. Ça fait 10 ans qu'ils disent ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en Europe, oui. En Europe, j'imagine moins que d'ici 2030, voire même 2040, on ait ce genre de choses, avec toutes les réglementations et la sécurité, et justement, et la cybersécurité aussi. D'où ma question, voilà, par rapport aux cyberattaques qui peut-être augmenteront de manière drastique quand même. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est souvent à Dubaï que tous ces projets, voilà, on voit bien quand même qu'il y a une question de moyens aussi qui compte beaucoup, politique aussi également. La cybersécurité par rapport à ces moyens de transport, moi j'ai pas l'impression que ça aura un impact vraiment considérable.
je sais pas ce que tu entends par là, mais en gros, tu dis que dans les films ou les séries de science-fiction, ils prennent un peu, ils font un peu ce qu'ils veulent, etc. Comme le second Matrix, quoi. Moi, je vois ça un peu en D'accord, tête, ok. voilà, où Ouais. les machines prennent le contrôle des motos, des voitures, et derrière, justement, c'est des humains. Voilà, j'avais noté ça, par exemple, les trois personnes dans le film Matrix qui reprennent le contrôle. Et pour le coup, bah, les machines n'arrivent plus à suivre derrière, c'est ça qui est marrant. Est-ce que du coup on va en arriver là où ça va être un peu une sorte de guerre entre les machines Bah, c'est rigolo et ce que les tu me dis humains? parce que j'ai envie un peu de faire le parallèle avec est-ce que les robots vont tous se rebeller et tous nous Ouais. tuer, tu vois. C'est un peu cette peur de c'est la technologie qui va prendre le pas sur l'humain et on va rien arriver à contrôler. Je pense, j'espère que tous ces opérateurs de transport vont penser au côté sécurité, etc. Et quand on parle de transport autonome, aujourd'hui, je veux dire, on a des métros autonomes hein, dans Paris et on s'est pas dit oh là là, les métros vont faire n'importe quoi, ils vont pas s'arrêter. Enfin, on n'est pas. Alors, on est d'accord qu'il y a des humains derrière, et c'est ça qui est important aussi. Il y aura, je pense, toujours des humains derrière. Mais moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'identifie ni chez les opérateurs, ni chez le grand public, quoi. Une peur voilà, qu'il y ait une faille de sécurité par rapport au développement de ces transports. Et est-ce que tu penses que bon voilà, c'est vrai qu'on parle toujours de grandes villes, hein, tu parlais voilà des métros parisiens, on parlait de Dubaï. Et est-ce que justement les petites villes pourront justement aussi bénéficier de ce type de transport, ou justement elles seront un peu mises à l'écart malheureusement? Malheureusement, je pense qu'elles seront mises à l'écart tout simplement parce que ces moyens de transport ont un coût. Et si elles sont mises en place et que 2 personnes l'utilisent, est-ce que ça a un réel intérêt? Là, c'est juste une question d'urbanisme et De logique aussi, ouais. voilà, à la base. Enfin, je veux dire, ça concerne ça, mais ça concerne l'ouverture de lignes de bus, enfin, ce genre de choses. Donc, je pense que c'est totalement les mêmes problématiques, ouais. Et le transport du futur, il sera plutôt collectif ou individuel? Bah, Pour toi? j'espère qu'il sera collectif. En tout cas, c'est ce Ouais. qu'on souhaite si on va vers un monde un peu plus durable. Voilà. Après, tous les exemples qu'on voit nous disent le contraire. Enfin, je veux dire, quand on voit une voiture, un taxi volant qui permet de prendre que 2 passagers, ok, est-ce qu'on en a besoin, quoi. C'est la question. Donc voilà. Et est-ce qu'il y aura besoin, est-ce que le transport du futur sera forcément euh, totalement différent de ce qu'on connaît, ou est-ce qu'il faudrait pas juste améliorer les transports qu'on connaît aujourd'hui? C'est aussi la question. Juste, voilà. Est-ce que tu as des concepts concrets hein, de science-fiction que tu verrais, qui pourraient voir le jour dans le tourisme à l'avenir, des choses comme ça? Qui pourrait voir le jour, je sais pas, mais en tout cas moi j'aime bien parler d'un sujet où je me dis peut-être qu'on y arrivera un jour, peut-être parce que moi je suis curieuse, j'aimerais bien pouvoir tester ça. C'est un parc d'attractions à la Westworld. Je sais pas si tu as vu Ouais, cette je série. vois, ouais. Donc là, on touche plusieurs choses. On touche l'intelligence artificielle, on touche l'immersif et on touche le côté divertissement lié au tourisme. C'est cette idée que on va venir dans un endroit, alors ça peut être au milieu d'un désert ou quoi, où on va venir totalement vivre une expérience. Alors pour le coup, dans Westworld, on est dans le monde du western où des visiteurs vont être mélangés à des robots qui vont leur faire vivre la vie comme au western, tel siècle, ou ça peut être totalement tous les univers qu'on puisse imaginer. Et voilà, bon, ça se passe pas très bien forcément dans la série, forcément, hein, c'est toujours un peu comme ça. Les robots sont pas très contents. Mais là, pour le coup, on toucherait l'immersif, mais à un degré mais hautement développé. On ferait même pas la différence entre les robots et les humains, avec tous les problèmes que ça peut voilà, générer. Mais là, pour le coup, ouais, ça serait hyper intéressant. Toi, tu verrais ou pas à terme, parce que c'est vrai que quand on parle de science-fiction, on parle beaucoup voilà, de ce concept de spatial, l'espace, exploration de l'espace. Est-ce que tu verrais justement à terme le développement, certain développement voilà, du tourisme spatial dans nos pratiques quotidiennes? Non, je pense pas. Mais est-ce que par exemple, on pourrait se dire, au lieu d'aller 2 semaines, par exemple, l'été en Croatie, j'irais 2 semaines dans l'espace, par exemple? Bah, là, déjà, il faut se poser la question du prix, en fait, tout simplement, la démocratisation de ce genre de voyage. Clairement, je pense que on n'arrivera jamais à une démocratisation, ou si, peut-être dans des centaines d'années, je sais pas, je saurais même pas le dire combien d'années il faudrait, ça serait forcément réservé à une élite. Un truc hyper luxueux, réservé aux milliardaires, etc. Donc, je peux pas dire que ça rentrera, est-ce que ça sera une pratique touristique? Non. Ou alors ça sera vraiment une pratique
touristique de niche où seulement 10 personnes pourra se payer le voyage. Aujourd'hui, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Un déjà pas ticket. mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Pour s'y rendre, voilà, on a déjà vu des touristes de l'espace y aller. Mais c'est pareil, c'est comme tous les transports du futur. Toutes ces entreprises disent ça sera pour l'année prochaine, vous allez voir, etc. Ça fait 10 ans qu'on nous dit ça. Aujourd'hui, clairement, pour des raisons X et Y, et des raisons assez évidentes aussi, juste d'impact écologique de ce genre de voyage, ça ne voit pas le jour. Et est-ce que ça verra le jour un jour ? C'est la question. Toutes les questions. Et voilà, et justement, il y a beaucoup de questions éthiques justement qui sont soulevées dans la science-fiction, et j'imagine que quand même, selon toi, elles devraient être prises en compte, surtout si on souhaite à terme les intégrer dans le tourisme. Je vois par exemple des questions liées à par exemple la surveillance, notamment par caméra, des questions liées à la vie privée, des données personnelles, ou même liées à la conscience de l'intelligence artificielle qui contrôle plus ou moins l'humain. Pour toi, voilà, en effet, j'imagine que ces questions éthiques doivent quand même être prises en compte à terme dans le tourisme. Si on... Bien sûr, en fait, c'est des questions de société transposées dans le tourisme. C'est des questions qu'on se pose au quotidien et forcément qui est transposées dans nos voyages, etc. Mais c'est les mêmes questions, ouais. Ouais, complètement, ouais. Alors, il y a un autre concept que tu aimerais régulièrement appréhender dans tes articles, c'est le concept de dupe destination. Donc, pour rappel, tu me contrediras peut-être si je dis des bêtises, mais dupe destination, c'est un lieu de voyage qui ressemble donc à une destination plus célèbre ou plus cher, mais qui est quand même moins connue et même donc pour le coup moins coûteuse à visiter. Par exemple, voilà, si quelqu'un souhaite visiter les Maldives, c'est que généralement le voyage est assez coûteux. Il pourrait choisir une dupe destination comme certaines îles des Philippines qui pourraient être donc moins coûteuses et qui offrent également des plages de sable blanc et des eaux cristallines. Et donc cela permet derrière aux voyageurs d'expérimenter des voyages assez semblables, on va dire, à des destinations plus prestigieuses, tout en restant dans leur budget. Pour toi, quelles sont donc les principales motivations des voyageurs lorsqu'ils font le choix d'une dupe destination ? Est-ce que ces motivations, elles ont été amplifiées suite au Covid ? Alors, peut-être pour rappeler ce qu'est une dupe destination, en fait, c'est vraiment un mot marketing parce qu'en fait, c'est juste une alternative. On peut utiliser le mot alternative. Mais voilà, on parle de dupe destination, c'est issu en fait du monde du make-up. Les dupes, en fait, ça va être le même produit mais en moins cher. Et donc une sous-marque, d'une certaine façon. On dupe le consommateur, quoi, littéralement. Ouais. Oui, alors pour le coup, oui, on peut faire cette analogie-là. Ouais. Et donc, ouais, c'est cette idée que finalement, on va pas aller là où tout le monde va parce que déjà il y a trop de monde, où c'est trop cher, et on va aller dans une alternative, donc un équivalent, une destination équivalente, pour vivre plus ou moins la même expérience. Franchement, aujourd'hui, je pense que la majorité des personnes qui ne disent même pas « je vais dans une deep destination », c'est vraiment un concept marketing qu'on a mis sur des comportements. Et les voyageurs, aujourd'hui, disent pas « je fais du dupe destination tourism » ou je sais pas quoi. Je veux dire, ils n'en ont même pas conscience. Ils se disent juste « j'ai pas le budget pour aller là. On m'a dit que ça, c'était plus ou moins pareil. Il y a moins de monde, c'est moins cher. Bon, je vais y aller. Ouais. » Et à côté de ça, il y a des acteurs du tourisme qui s'en emparent peut-être pour l'inscrire plus dans un tourisme plus durable. Ils vont se dire, là justement il y a trop de monde, allez plutôt ici, regardez, il y a les mêmes pierres, ou je sais pas, les mêmes musées, ou les mêmes choses, pour justement revenir sur cette problématique de gestion des flux. Donc c'est pour ça qu'on a deux comportements, on a deux en tout cas visions, celui du consommateur qui principalement veut juste payer moins cher pour vivre la même chose. Et les acteurs du tourisme qui se disent chouette, on va pouvoir gérer des flux, envoyer des gens là où ils vont pas assez aujourd'hui. Ouais, d'accord, ouais. Selon donc Call Square, qui est un cabinet d'études, 84% des touristes, ce qui est quand même énorme, consultent les réseaux sociaux avant de choisir une destination, et un tiers donc des publications sur les réseaux sociaux aujourd'hui concernent le voyage. Par quels moyens, selon toi, les réseaux sociaux ils influencent la popularité et la perception justement de ces dupes destinations grâce notamment à des campagnes de marketing ultra ciblées?
Bah, moi j'aime bien donner l'exemple d'un influenceur. Alors, je dis pas du tout comme influenceur dupe destination, etc. Mais il aime bien mettre en avant des alternatives. C'est Bruno Maltor, qui est très connu Ouais. dans le monde du tourisme. Et lui, justement, il aime bien faire des vidéos en disant n'allez pas là, regardez. Et puis, forcément, il montre des vidéos, regardez le monde. Allez plutôt ici, regardez, il y a personne, je suis tranquille. C'est super, c'est un peu différent, etc. Ou il aime bien dire allez en France. Ici, regardez, on a les mêmes forêts qu'au Canada, ou ce genre de choses. Et ça, c'est hyper intéressant et il faut le montrer en disant, bah en fait, en France, on a plein de choses à découvrir. Est-ce que vous avez besoin d'aller faire les 4 coins du monde pour, justement, encore une fois, vivre cette expérience. Et, mais ça n'a pas, en tout cas, été pris à bras-le-corps, j'ai l'impression, par des acteurs du tourisme. Ça commence. Parce qu'il faut bien. Typiquement, il y a les Landes, l'Office du tourisme des Landes, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Eux, ils ont pris le parti pris. C'est un peu bizarre comme formulation. Mais par exemple, l'été, ils vont avoir beaucoup de monde sur les plages, sur la côte. Et bah, plutôt que de montrer des photos de plage en disant regardez, l'été, c'est trop bien, etc. Parce que forcément, il y a du monde. Ils vont profiter à ce moment-là d'aller montrer des territoires, plutôt justement dans les terres. D'accord. En disant, bah, cet été, en plus il fait chaud, est-ce que vous iriez pas dans cette forêt ou aller visiter tel ou tel site touristique. Voilà. Donc en fait, on assiste un peu à un renversement. On en a parlé aussi pendant pas mal de temps du démarketing. Oui. Voilà, t'as suivi avec Ouais. les calanques de Marseille, etc. Arrêtons de dire, regardez, il n'y a personne cet été, si vous y allez en plein mois d'août, vous serez tranquille, etc. Non. Mais alors, la principale motivation pour toi, c'est justement de diminuer les flux voilà, pour le coup, pas dans les catalogues de Marseille, ou de promouvoir davantage les autres territoires à côté. Bah les deux, Ou les deux, ouais, pour les le coup, deux. ouais, c'est ça. C'est Ouais. vertueux. Ouais, Il y aura carrément. moins de monde dans les sites hyper où il y a du monde, quoi. Ouais, ultra touristique et on les ça envoie. va développer d'autres lieux. Ouais. Et donc d'autres territoires le font aussi peut-être. Est-ce que par exemple Venise le ferait? Est-ce que des territoires ultra touristiques Bah ou Venise, qui le problème connaissent un c'est que tourisme de masse par Venise, Ouais. on va pas non plus faire enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les politiques, ils font pas non plus la promotion pour des territoires autres Voilà. que. Allez à Amsterdam. Exactement, ça n'aurait Ça pas n'a de pas de sens. sens, ouais. Exactement. Donc, en tout cas, Venise, pour le coup, ils le font pas. Mais bon, j'ai l'impression, en tout cas, ça commence à arriver dans les stratégies de marketing territorial. Ok. Et donc pour toi, les réseaux sociaux jouent aujourd'hui vraiment un rôle vraiment majeur alors au-delà des destinations, hein, mais dans la promotion de territoires touristiques. Bah, tu l'as dit, il y a énormément de personnes qui s'inspirent comme ça. Et Instagram, TikTok, maintenant, ça devient un vrai moteur de recherche de où est-ce que j'ai envie d'aller, en fait. Donc oui, il y a tout ce qu'on verra sur ces plateformes-là, c'est un rôle hyper important. Complètement. Et au-delà du côté cybersécurité ou attaque de ce genre de transport, moi je voulais revenir aussi sur le sujet des taxis volants dans le cadre des Jeux Olympiques. Ce genre de taxi, un peu dans le genre, alors peut-être pas développé par Airbus non, pour le coup, tout à fait. mais un peu dans le style. Ouais, c'est ce qu'on appelle des eVTOL, des engins électriques à décollage verticaux. D'accord. Voilà. Et donc il y a 2 ans de ça, Valérie Pécresse avait fait un événement en grande pompe. Elle nous avait même cité le 5e élément en disant on est dans le turfu, les gars. C'était limite ça, c'était assez rigolo. Et voilà, on présentait justement les taxis volants qui devaient, qui peut-être, on est à 3 mois. Bon, je sais pas si ça va encore voir le jour. Mais qui devrait en tout cas voir le jour dans le cadre des Jeux Olympiques pour transporter les athlètes en fait, et les équipes médicales, etc. Et voilà, il y a plusieurs grands groupes qui bossent là-dessus. Il y a ADP notamment qui est qui s'intéresse en tout cas beaucoup à la question, et ils avaient dit oui, un billet coûtera autour de 110 € pour un trajet. Donc c'est des trajets en fait qui permettront de relier des aéroports aux grands sites, etc. normalement. Voilà. Mais il y a eu clairement plein de bâtons dans les roues, puisqu'ils sont considérés comme énergivores, bruyants. Il y a des questions de sécurité, t'en parlais aussi, qui posent problème. Voilà. Et peut-être tout simplement une question aussi de réception du public. Est-ce qu'on a envie d'avoir des engins volants dans le ciel à tout moment. Donc voilà. Donc typiquement, ça aussi, ça se développe beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de projets taxis volants dans le monde. On pensait l'avoir touché du doigt là, à Paris pour 2024. On s'est dit, ça y est, on va avoir des vraies personnes qui utilisent vraiment.
Mais voilà, encore une fois, bon, ça, c'est un peu en train de capoter. Encore une fois, je dis pas que ça va pas se faire. Hein, pourquoi pas? C'est encore dans les projets. Ils n'ont pas officiellement dit que ça ne se ferait pas. Mais ça paraît mal parti. D'accord. Et pour un autre moyen de transport aussi que tu n'as pas évoqué et que je trouve intéressant, c'est les dirigeables. D'accord, Il ok. y a un retour du dirigeable, ou en tout cas d'intérêt autour de ce moyen de transport. Il y a une boîte que j'ai rencontrée lors de Vivatech l'année dernière, qui s'appelle EuroAirship, qui est une entreprise française européenne. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est transporter des touristes d'ici 2026. Alors, ils vont faire plusieurs choses. Ils vont faire aussi de l'humanitaire, du fret, et donc transporter aussi des touristes. Et eux leur idée, c'est de finalement créer des espèces de croisières un peu dans un dirigeable. Donc, on imagine quand même une grosse capsule où on va pouvoir Ouais. vraiment avoir tout le confort, etc. Et c'est intéressant parce que je trouve que ça pose la question, et c'est d'ailleurs le cas avec l'Hyperloop, parce que c'est rigolo avec l'Hyperloop, on disait on va pouvoir relier telle ville à telle ville en 1 heure seulement, Mhm. et en fait ça vient totalement modifier notre rapport au temps au sein du voyage. L'Hyperloop, on allait à fond, en 1 heure je vais pouvoir passer la soirée à Barcelone, puis peut-être, enfin voilà, ça modifie tout, enfin, c'est le monde à portée de main avec l'Hyperloop. Et avec le dirigeable, on assiste à quelque chose de beaucoup plus lent, peut-être plus lié ce qu'on appelle le slow tourisme, etc., où on va se dire, bah, finalement, le voyage, il commence dès le moyen de transport que Voilà, j'utilise, oui. et si j'ai envie d'aller dans le sud de la France, mais ça me prend 4 jours, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, encore une fois, l'expérience, elle va être liée à tout ça, je vais vivre quelque chose un peu d'unique, etc. Et donc, on voit ces dirigeables, ouais, qui devraient normalement voir le jour en 2026. On verra. Avec un ticket apparemment autour de 200 € pour 1 heure de vol. D'accord. Bon, c'est encore une fois pas accessible, hein, pas pour tout le monde. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir est-ce que ça voit vraiment le jour. Et, parce qu'il y a des côtés techniques aussi, comme toujours les côtés réglementation. Mais en tout cas, ça pose des questions, notamment autour du temps. Ouais. Et ça m'intéresse. C'est clair. Donc pour toi, pour rebondir à ce que tu disais, le voyage commence en fait dans le transport, Ça littéralement. devrait commencer Ça dans le devrait, ouais. transport. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'angoisse déjà d'arriver à l'aéroport et voilà, avec tous les problèmes enfin, pas tous les problèmes, il peut y avoir des problèmes, mais tous les questionnements autour de, voilà, du contrôle, des sacs, etc. Alors, il y a des choses, heureusement, qui sont en train d'être développées, notamment des machines qui permettraient juste de passer comme ça et ne pas avoir à se déshabiller, d'enlever tout, la ceinture, les chaussures, etc. Donc ça, a priori, ça pourrait arriver dans les prochaines années. Et là, on voit bien que ça modifierait plein de choses. Et en effet, l'expérience doit commencer dans les transports, normalement. Censé être une bonne expérience, ça doit pas être stressant. On doit pas être... Et c'est là où la gestion des flux est importante aussi. Si on est serré forcément à des gens, si même à Paris, hein, quand on arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, qu'on arrive dans un RER bondé, ou alors qui arrive dans super longtemps, etc. Voilà, tout ça en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que les acteurs du transport ne parlent pas assez aux acteurs du tourisme ou des territoires, et peut-être qu'il y a encore des manquements de ce côté-là, ou en tout cas, l'expérience est clairement pas optimale, quoi. Ouais. De toute façon, c'est vrai qu'on on le voit aujourd'hui, hein, que le côté expérientiel dans l'expérience touristique revient. Par exemple, dans les restaurants, les hôtels, aujourd'hui, voilà, vous allez dans un restaurant, vous avez envie de vivre cette expérience. On le voit par exemple à Paris, ça fait déjà plusieurs années que ça existe, hein, mais je crois qu'il fonctionne bien ce resto où vous mangez littéralement dans le noir. Vous savez pas ce que vous mangez, et en fait vous redécouvrez littéralement vos sens. Vous redécouvrez que bah, sans vue, eh ben, vous voyez vous voyez plus rien. Vous redécouvrez votre goût, éventuellement le toucher, et c'est quand même assez exceptionnel. Et de reprendre le temps, et c'est ce que tu disais aujourd'hui, pourquoi pas aller à Barcelone en 3 jours, pourquoi pas. Et Mm. voilà, et pour le coup le voyage commence quand on part de chez nous, Mm. et il finit quand on rentre chez nous, et pas juste quand on est sur place et on surconsomme. Et non, justement, et sur place, pour le coup, on fait profiter les acteurs touristiques locaux. Mm. Et je pense que ça a du sens aujourd'hui. Ouais. Mm. Et c'est là où le service, justement, et de l'agence de voyage aussi, hein, c'est là où sa valeur ajoutée. C'est on parle beaucoup de voyage sans couture, quoi, de déplacement sans couture, où on se pose même pas la question, c'est fluide, hop, c'est facile, pas de stress, etc. Aujourd'hui, je pense pas ça peut être le cas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des points quand même très stressants, ou avec des freins, enfin voilà, j'ai pas l'impression qu'on soit encore dans le voyage sans couture. Ouais, Mais peut-être que la technologie ou d'autres aspects permettront justement d'améliorer ça, ouais. complètement.
Donc c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup Julia Merci. d'avoir tourné cet épisode avec nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci Julia. À bientôt. Ciao.